À 6h15 du matin du 12 octobre 1944, le capitaine Toshikazu Omeai se tenait dans la salle des opérations du quartier général de la 2e flotte aérienne à Formose et étudiait le rapport de reconnaissance qui venait d'être livré par courrier. Le papier était encore humide de l'air matinal chargé d'humidité. L'écriture de l'opérateur radio était précipitée, presque paniquée. Omeai le lut 2 fois pour être certain de bien comprendre. 8 porte-avions américains détectés. Position 180 miles à l'est-nord-est de Formose, cap 270, vitesse 25 nœuds. Complément aérien estimé 480. Omeai vérifia sa montre. L'avion de reconnaissance avait transmis l'observation à 5h58, 17 minutes auparavant. Il se dirigea vers la table de traçage où un quartier-maître mettait à jour la carte tactique avec un crayon gras. La force opérationnelle américaine était marquée d'un carré rouge se déplaçant régulièrement vers l'île. Omeai fit des calculs mentalement. À 25 nœuds, les porte-avions se rapprocheraient d'environ 15 000 nautiques depuis la détection. Ils se trouvaient maintenant peut-être à 165 miles au large. Si vous appréciez cette plongée approfondie dans l'histoire, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Plus important encore, si les Américains lançaient des avions immédiatement après avoir été repérés, ces avions atteindraient Formose dans environ 45 minutes, peut-être moins s'ils transportaient des charges légères. La salle des opérations disposait peut-être de 15 minutes, peut-être 20, avant que les avions des porte-avions américains ne remplissent le ciel au-dessus de chaque aérodrome de l'île. Omeai avait servi dans la marine impériale japonaise pendant 22 ans. Il avait vu l'aviation embarquée évoluer d'une curiosité expérimentale à l'arme dominante de la guerre navale. Il était à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, à bord du porte-avions Akagi, lorsque la force de frappe du vice-amiral Shuichi Nagumo lança 183 avions dans la première vague. Cette opération avait nécessité 6 porte-avions, une planification méticuleuse et une coordination parfaite. Les Américains lançaient maintenant régulièrement des frappes similaires depuis 2 fois moins de navires. Il regarda à nouveau la carte. 8 porte-avions. Le nombre représentait quelque chose qui aurait été inconcevable 3 ans plus tôt, lorsque le Japon régnait sur le Pacifique. Les Américains avaient construit une machine industrielle qui produisait des porte-avions de classe Essex en 16 mois. Les chantiers navals de Newport News, Philadelphie, Norfolk et Quincy travaillaient jour et nuit. L'acier arrivait par rail. Les plaques de blindage étaient découpées et soudées. Les turbines étaient installées. Les porte-avions glissaient sur les cales toutes les quelques semaines, chacun déplaçant 27 000 tonnes, chacun transportant 90 avions. Le Japon ne pouvait égaler cette production. L'arsenal naval de Kure, Yokosuka, Sasebo, tous les chantiers navals du Japon combinés ne pouvaient produire de porte-avions au 10e du rythme américain. Pire encore, même si le Japon pouvait construire les porte-avions, il n'y avait pas de pilote pour les faire voler. Les groupes aériens embarqués qui avaient frappé Pearl Harbor, qui avaient parcouru l'océan Indien, qui avaient combattu à la mer de Corail et à Midway. Ces hommes avaient disparu, morts ou blessés, ou affectés au commandement d'entraînement, où ils essayaient désespérément d'enseigner aux pilotes de remplacement des compétences qui prenaient des années à développer. Les hommes qui pilotaient depuis les porte-avions américains étaient expérimentés. Beaucoup avaient 50, 60, 70 missions de combat. Ils pilotaient des Grumman F-6F L4, des avions qui surpassaient le zéro dans presque toutes les catégories, sauf le rayon de virage. Le L4 avait une vitesse maximale de 380 miles par heure. Il pouvait piquer à plus de 450 miles par heure. Il était robuste, capable d'absorber des dommages qui détruiraient un zéro. Plus important encore, il transportait 6 mitrailleuses de calibre 50 avec 2400 cartouches de munitions. Les pilotes américains avaient été formés intensivement aux tirs de déflexion, aux tactiques de piquer et de remonter, aux attaques de section coordonnées. Ils avaient le radar, leur permettant de se diriger vers les cibles avec une précision dont les pilotes japonais ne pouvaient que rêver. Et ils avaient le nombre. Les 8 porte-avions détectés au large de Formose pouvaient lancer 480 avions en une seule frappe coordonnée. Ce n'était pas théorique. Les porte-avions américains avaient démontré cette capacité à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois. Omeai se dirigea vers la fenêtre. L'aube se levait sur Formose. Les aérodromes étaient visibles au loin. Les chasseurs étaient ravitaillés et armés pour la patrouille aérienne de combat matinale. Les mécaniciens travaillaient sur les moteurs. Les équipes au sol chargeaient les bandes de munitions. Toute cette activité serait sans signification si 400 avions américains apparaissaient au-dessus dans l'heure suivante. Il se retourna vers la table de traçage. Le quartier-maître avait ajouté les positions de lancement estimées pour la frappe américaine.
Le calcul supposait que les porte-avions se tourneraient face au vent à 6h30 et commenceraient à lancer. Un lancement massif de 480 avions prendrait environ 15 à 20 minutes. D'abord les chasseurs, lancés pour fournir la patrouille aérienne de combat et l'escorte. Ensuite les bombardiers en piqué, puis les bombardiers torpilleurs. Chaque porte-avions lancerait sa charge de pont en séquence. Les avions se formant dans des points de rassemblement prédéterminés avant de se diriger vers la cible. Les Américains avaient perfectionné cette procédure par une pratique constante. Leurs équipes de ponts d'envol pouvaient positionner, lancer et récupérer des avions avec une précision mécanique. Un porte-avions de classe Essex pouvait lancer 24 avions en 12 minutes dans des conditions optimales. Avec 8 porte-avions travaillant simultanément, l'ensemble du paquet de frappe pouvait être en l'air avant que les avions de reconnaissance japonais ne puissent retourner à Formose avec des rapports de position mis à jour. Homei avait étudié la doctrine des porte-avions américains. Il avait lu des manuels d'entraînement traduits capturés sur des avions abattus. Il comprenait comment les Américains opéraient leurs forces opérationnelles. Contrairement à la pratique japonaise de maintenir les porte-avions dispersés sur de vastes zones, les Américains concentraient leurs porte-avions en formation serrée, généralement 4 porte-avions par groupe opérationnel, avec plusieurs groupes opérationnels opérant à portée de soutien mutuel. Cette concentration multipliait l'efficacité défensive. Chaque porte-avions était entouré de croiseurs et de destroyers hérissés de canons anti-aériens. Les nouveaux canons à double usage de 5 pouces 38 calibres pouvaient tirer 22 coups par minute jusqu'à une altitude effective de 37 000 pieds. Les canons Bofors de 40 mm créaient un mur impénétrable d'obus explosifs à moyenne altitude. Les canons Oerlikon de 20 mm déchiquetaient tout avion qui pénétrait à courte portée. Plus dangereux que les canons étaient les pilotes de chasse américains en patrouille aérienne de combat. La force opérationnelle maintenait des patrouilles continues en altitude. Les chasseurs empilés en couches contrôlées par des directeurs de chasse équipés de radars qui pouvaient les diriger vers les menaces entrantes avec une précision troublante. Les pilotes japonais attaquant les porte-avions américains en 1944 faisaient face à des probabilités que leurs prédécesseurs à Pearl Harbor et dans l'océan Indien n'auraient jamais pu imaginer. Les Américains appelaient leur groupe de porte-avions Task Force 38 lorsqu'ils opéraient sous la 3e flotte de l'amiral William Halsey et Task Force 58 sous la 5e flotte de l'amiral Raymond Spruance. La désignation changeait tous les quelques mois à mesure que le commandement alternait, mais les navires restaient les mêmes. Cela confondait les officiers de renseignement japonais qui signalaient parfois 2 forces de porte-avions américaines distinctes là où une seule existait. La confusion était compréhensible. L'ampleur des opérations de porte-avions américaines dépassait tout ce qui existait dans l'histoire navale. En octobre 1944, la force opérationnelle de porte-avions rapides comprenait 17 porte-avions, 9 porte-avions de flotte et 8 porte-avions légers. Ces navires opéraient en 4 groupes opérationnels. Chaque groupe opérationnel une force de frappe autonome plus puissante que l'ensemble de la flotte de porte-avions japonaise au sommet de sa force. Le groupe opérationnel 38.1 était commandé par le vice-amiral John McCain. Il comprenait les porte-avions de flotte Wasp, Hornet et Hancock, plus les porte-avions légers Monterey et Cowpens. Le groupe opérationnel 38.2, sous le contre-amiral Gerald Bogan, avait les porte-avions de flotte Intrepid et Cabot, plus le porte-avions léger Independence. Le groupe opérationnel 38.3, commandé par le contre-amiral Frederick Sherman, comprenait Essex, Lexington, Princeton et Langley. Le groupe opérationnel 38.4, sous le contre-amiral Ralph Davison, opérait Enterprise, Franklin, San Jacinto et Belleau Wood. Chaque groupe opérationnel fonctionnait comme une force de frappe indépendante, capable de lancer plus de 100 avions. Lorsqu'ils opéraient ensemble, la force opérationnelle combinée pouvait mettre plus de 1000 avions en l'air. Cela représentait plus de puissance de frappe que l'ensemble de la flotte de porte-avions japonaise n'en avait jamais possédé, concentrée dans une formation qui pouvait se déplacer à 30 nœuds et frapper des cibles jusqu'à 300 miles. Homei comprenait ce que cela signifiait pour Formose. Les 8 porte-avions détectés ce matin-là représentaient environ la moitié de la Task Force 38. Si vous trouvez cette histoire captivante, veuillez prendre un moment pour vous abonner et activer les notifications. Cela nous aide à continuer à produire du contenu approfondi comme celui-ci. Si les Américains engageaient autant de forces sur une seule cible, ils avaient l'intention de neutraliser complètement les défenses aériennes de Formose. Pas de les endommager, pas de les réduire, de les éliminer. La 2e flotte aérienne avait environ 700 avions à Formose.
Cela semblait impressionnant, jusqu'à ce qu'on considère que ces avions étaient dispersés sur plusieurs aérodromes, que beaucoup étaient encore en cours d'assemblage ou de réparation, que le carburant et les munitions étaient déjà en quantité insuffisante, et que les pilotes allaient des remplaçants à peine formés à une poignée de vétérans expérimentés. Contre 480 avions de porte-avions américains, les défenses aériennes de Formose étaient inadéquates. La frappe américaine frapperait tous les aérodromes simultanément. Les F-6F L4 mitrailleraient les avions garés. Les bombardiers en piqué SB-2C Helldiver criblaient les pistes de bombes de 1000 livres. Les bombardiers torpilleurs TBM Avenger configurés comme bombardiers détruiraient les hangars, le stockage de carburant et les installations de maintenance. L'attaque durerait environ 30 minutes. Quand ce serait terminé, Formose serait hors de combat. Tout avion qui survivrait serait incapable d'opérer depuis des pistes criblées de cratères avec des réserves de carburant détruites et une infrastructure de maintenance détruite. O'Malley savait tout cela, parce qu'il l'avait vu se produire auparavant. Les Américains avaient frappé Truk en février. Ils avaient frappé Palaos en mars. Ils avaient frappé les Mariannes en juin. Chaque fois, des bases aériennes japonaises dont la construction avait pris des années étaient réduites en décombres en une seule matinée. Chaque fois, les commandants japonais avaient reçu des rapports de reconnaissance de porte-avions américains approchant. Chaque fois, il y avait eu 15, peut-être 20 minutes entre la détection et les premières bombes tombant. L'avion de reconnaissance qui avait repéré les porte-avions américains était un avion de reconnaissance embarqué, Nakajima C-6N, surnommé Myrt par les Américains. Il avait décollé de Taïwan à 4h30 pour une patrouille de routine. Le pilote, le lieutenant Takeshi Yamada, avait 23 ans. Il effectuait des missions de reconnaissance depuis 8 mois. Son travail consistait à rechercher dans des secteurs désignés de l'océan à l'est de Formose, à la recherche de forces opérationnelles de porte-avions américaines. Yamada les avait trouvés à 5h40, à environ 180 miles à l'est de l'île. 8 porte-avions en formation, entourés de leurs navires d'escorte. Il avait transmis son rapport d'observation immédiatement, puis s'était détourné avant que les chasseurs de patrouille aérienne de combat américains ne puissent l'intercepter. Le Myrt était rapide, capable de 375 miles par heure en altitude, mais les Hellcat étaient plus rapides, et Yamada savait mieux que de s'attarder près des porte-avions américains. Son rapport atteignit le quartier général de la 2e flotte aérienne à 5h58, 17 minutes pour évaluer la menace, calculer l'heure de lancement américaine et décider d'une réponse. Dans la guerre des porte-avions, 17 minutes étaient une éternité et un instant. Assez long pour faire décoller des chasseurs pour la défense aérienne, pas assez long pour lancer une contre-attaque coordonnée ou évacuer des avions vers des aérodromes plus sûrs à l'intérieur des terres. Le vice-amiral Shigeru Fukudome commandait la 2e flotte aérienne. Il était arrivé à Formose en août pour reconstruire la force aérienne japonaise après des pertes catastrophiques dans les Mariannes. Ses ordres étaient de défendre Formose et de se préparer pour la bataille à venir aux Philippines. La force d'approche américaine représentait l'opération préliminaire, la neutralisation des bases aériennes japonaises avant l'arrivée de la flotte d'invasion. Fukudome était dans ses quartiers lorsque O'Malley lui apporta le rapport de reconnaissance. Il le lut sans expression, puis se dirigea vers la salle des opérations. Le soleil était maintenant complètement levé. La matinée était claire, visibilité illimitée, temps de vol parfait. Les Américains avaient bien choisi leur moment. Fukudome étudia la table de traçage. Les porte-avions américains lanceraient dans quelques minutes s'ils n'avaient pas déjà commencé. Ces chasseurs engageraient la force de frappe américaine au-dessus de la côte. La bataille aérienne se déroulerait à 20 000 pieds au-dessus des villes et villages taïwanais. Des débris pleuvraient du ciel. Certains seraient américains, la plupart seraient japonais. Ordonnez à tous les aérodromes de lancer immédiatement, dit Fukudome. Tout ce qui peut voler, faites-les décoller avant l'arrivée des Américains. Ome hocha la tête et relaya l'ordre. À travers Formose, les sirènes de raid aérien commencèrent à hurler. Les chasseurs décollèrent en urgence. Les pilotes coururent vers leurs avions. Les équipes au sol retirèrent les cales. Les moteurs toussèrent pour prendre vie. Le son des moteurs en étoile remplit l'air matinal. Un son qui avait autrefois représenté la puissance aérienne japonaise s'étendant librement à travers le Pacifique, maintenant réduit à des résistances désespérées sur des îles isolées. Fukudome alluma une cigarette. Les porte-avions américains étaient à 160 miles. À vitesse de croisière maximale, les F-6F L4 couvriraient cette distance en environ 25 minutes. Les premiers chasseurs arriveraient au-dessus de Formose vers 7 heures. La frappe principale suivrait 15 minutes plus tard. Il avait peut-être 30 minutes avant le début de la bataille.
30 minutes pour préparer 700 avions dispersés sur plusieurs aérodromes pour la plus grande bataille aérienne au-dessus de Formose depuis que le Japon avait saisi l'île à la Chine 50 ans plus tôt. 30 minutes pour affronter une force qui avait détruit la puissance aérienne japonaise à Truk, Palaos, Guam et Saipan. 30 minutes avant que 480 avions américains ne remplissent le ciel. Fukudome exhala la fumée et la regarda se dissiper dans l'air matinal. Il pensa à Pearl Harbor. Septembre 1941, 3 ans, 10 mois et 5 jours auparavant. La force opérationnelle de porte-avions japonaise s'était approchée d'Oahu avec 6 porte-avions et 414 avions. Les Américains avaient été complètement pris par surprise. Leurs avions avaient été détruits au sol, leurs cuirassés coulés à l'ancre, leur flotte paralysée. Maintenant, les Américains faisaient au Japon exactement ce que le Japon leur avait fait. Mais les Américains le faisaient à l'échelle industrielle, avec une capacité de production qui éclipsait tout ce que le Japon pouvait égaler. Avec des pilotes de remplacement affluant des écoles d'entraînement en Floride et au Texas et en Californie, avec des porte-avions glissant sur les cales toutes les 6 semaines, avec des usines d'avions à Seattle et en Californie et à New York, produisant des chasseurs et des bombardiers plus vite que le Japon ne pouvait les détruire. Les mathématiques étaient brutales et indéniables. Le Japon commença la guerre avec 6 porte-avions de flotte. Les Américains commencèrent avec 3. En octobre 1944, le Japon avait peut-être 4 porte-avions opérationnels avec des groupes aériens minimaux. Les Américains avaient 17 porte-avions de flotte et légers dans la seule force opérationnelle de porte-avions rapides, plus des dizaines de porte-avions d'escorte soutenant les opérations amphibies. Cette supériorité numérique se traduisait directement en capacité opérationnelle. Quand les Américains voulaient neutraliser une base aérienne, ils envoyaient 400 avions. Quand ils voulaient soutenir un débarquement amphibie, ils gardaient des porte-avions en station pendant des semaines, lançant des frappes continues pendant que les navires de ravitaillement les ravitaillaient et les réarmaient en mer. Quand ils perdaient des avions au combat, des avions et des pilotes de remplacement arrivaient en quelques jours. Le Japon ne pouvait faire aucune de ces choses. Les porte-avions japonais opéraient individuellement ou en petits groupes, incapables de concentrer assez de force pour submerger les défenses américaines. Les lignes d'approvisionnement japonaises étaient interdites par les sous-marins américains, rendant les opérations de porte-avions soutenues impossibles. La formation des pilotes japonais prenait des mois, des années pour produire des aviateurs vraiment qualifiés, et ces mois étaient un temps que le Japon n'avait plus. Les 8 porte-avions approchant de Formose représentaient cette réalité sous sa forme la plus brutale. 8 navires, 480 avions capables de lancer des frappes coordonnées qui dévasteraient toute cible dans un rayon de 300 miles. Et derrière ces 8 porte-avions se trouvaient 9 autres quelque part dans le Pacifique occidental, capables de répéter cette performance quand et où les commandants américains le désiraient. Fukudome écrasa sa cigarette. 6h40. Les Américains lanceraient maintenant sur 8 ponts d'envol de porte-avions dispersés sur 20 miles carrés d'océan. Les moteurs d'avion démarraient. Les équipes de ponts d'envol en maillot coloré positionnaient les avions sur les catapultes et les points de lancement. Les officiers de lancement faisaient signe aux pilotes. Les moteurs atteignaient la puissance maximale, les freins se relâchaient, les avions roulaient vers l'avant, accélérant sur le pont, décollant dans l'air matinal. Ce processus répété 48 fois par porte-avions réparti sur 8 porte-avions mettrait 480 avions en l'air en environ 15 minutes. Les chasseurs lanceraient en premier, montant en altitude pour fournir l'escorte et la couverture supérieure. Ensuite, les bombardiers en piqué, formés par escadron, puis les bombardiers torpilleurs, configurés avec des bombes plutôt que des torpilles pour l'attaque terrestre. L'ensemble de la frappe se rassemblerait à un point de rendez-vous prédéterminé, probablement à 50 miles à l'est de Formose, au-delà de la portée de reconnaissance japonaise efficace. Là, le commandant de frappe organiserait la formation, assignerait les cibles, brieferait les affectations d'escorte, confirmerait les fréquences et les procédures. Ensuite, il tournerait vers l'ouest et commencerait la course vers Formose à 220 nœuds. La précision américaine dans ces matières était légendaire. Leur formation de frappe arrivait au-dessus de la cible à la minute exacte spécifiée dans l'ordre d'opération. Leurs chasseurs balayaient en premier, établissant la supériorité aérienne. Leurs bombardiers en piqué approchaient depuis l'altitude et les angles de piqué optimaux. Leurs pilotes de bombardiers coordonnaient le timing pour submerger les défenses et maximiser la destruction. Les pilotes japonais qui survivaient aux rencontres avec les frappes de porte-avions américaines rapportaient les mêmes détails à plusieurs reprises. Les Américains venaient en nombre écrasant.
Ils étaient coordonnés, ils étaient agressifs. Ils poursuivaient les attaques à travers un feu défensif qui aurait fait reculer les pilotes américains antérieurs. Et ils avaient une communication radio qui leur permettait d'ajuster les tactiques en temps réel au fur et à mesure que la bataille se développait. O'May retourna à la salle des opérations. Tous les aérodromes signalent le lancement de chasseurs, dit-il. Estimation de 250 avions en l'air dans 10 minutes. Fukudome hocha la tête. 250 chasseurs contre 480 avions américains. Les mathématiques étaient claires. Les Américains avaient la supériorité numérique, la supériorité des avions, la supériorité des pilotes, la coordination dirigée par radar et l'avantage de frapper quand et où ils choisissaient. Les Japonais avaient le courage et le désespoir. En 1941, le courage et le désespoir avaient été suffisants. Les pilotes japonais avec une formation supérieure et des avions supérieurs avaient dominé les cieux du Pacifique. En 1944, le courage et le désespoir étaient inadéquats contre un adversaire qui combinait la compétence avec un avantage matériel écrasant. La bataille aérienne au-dessus de Formose serait décidée non par l'héroïsme individuel, mais par la capacité de production industrielle. Les Américains pouvaient se permettre de perdre 50, 60, 70 avions parce que des avions et des pilotes de remplacement arriveraient de Pearl Harbor dans une semaine. Le Japon ne pouvait pas se permettre de perdre 20 avions parce qu'il n'y avait pas de remplacement, pas de pilotes formés attendant dans les bases arrières, pas de capacité industrielle pour remplacer les pertes. C'étaient les mathématiques de la guerre d'usure menée par une superpuissance industrielle contre une nation étirée au-delà de sa capacité. Chaque avion japonais détruit était irremplaçable. Chaque pilote japonais tué représentait des centaines d'heures de formation qui ne pourraient jamais être récupérées. Chaque aérodrome japonais endommagé réduisait le rayon opérationnel des avions restants et concentrait les forces dans moins d'emplacements, les rendant plus vulnérables aux attaques futures. Les Américains comprenaient ces mathématiques. Leurs forces opérationnelles de porte-avions étaient conçues pour l'exploiter. Frapper fort, frapper à plusieurs reprises, frapper jusqu'à ce que la capacité de l'ennemi à résister s'effondre sous le poids des pertes accumulées. C'était la même stratégie qu'ils utilisaient en Europe. La même stratégie qui réduisait l'Allemagne en décombres. Appliquer une force écrasante à plusieurs reprises jusqu'à ce que la résistance devienne impossible. Fukudome se dirigea de nouveau vers la fenêtre. Le ciel était encore dégagé. Aucun appareil américain visible pour l'instant. Mais ils arrivaient. 480 appareils volaient vers l'ouest à 220 nœuds, traversant l'océan entre les porte-avions américains et la côte de Formose. La première vague de chasseurs américains apparut au-dessus de la côte nord de Formose à 6h57. Des Hellcats du groupe aéronaval 38.2, lancés depuis l'USS Intrépide et l'USS Cat. 48 chasseurs en section de 4, montant à 25 000 pieds. Ils balayèrent le littoral comme il faut, cherchant des chasseurs japonais montant pour intercepter. Le lieutenant Shinji Nakamura était dans le cockpit de son A6M0, montant à travers 15 000 pieds lorsqu'il les repéra. Des appareils argentés loin au-dessus, des traînées de condensation s'étirant derrière eux dans l'air froid des hautes altitudes. Il en compta au moins 30, probablement davantage au-delà de la portée visuelle. Son propre escadron comptait 12 appareils. Il actionna sa radio. Chasseurs ennemis en altitude, nombreux appareils procédant à l'interception. La réponse du contrôle au sol fut brouillée, submergée par de multiples transmissions, alors que d'autres chasseurs japonais signalaient le contact sur tout le secteur nord. Nakamura poussa sa manette des gaz vers l'avant. Le zéro montait bien à cette altitude, mieux que la plupart des chasseurs américains. Il pourrait atteindre 20 000 pieds avant l'engagement. Il n'y parvint jamais. Les Hellcats plongèrent sur son escadron par au-dessus et par derrière, utilisant l'avantage d'altitude pour prendre de la vitesse. Nakamura vit des tirs-traceurs passer devant sa verrière. Il vira brutalement à gauche, le zéro répondant instantanément aux commandes. Un Hellcat passa en trombe, incapable de suivre le virage serré. Nakamura inversa, essayant de se placer sur la queue de son attaquant. Un autre Hellcat apparut par en dessous, montant avec l'excès de vitesse de son piqué. Nakamura vit les éclairs de bouche de ses canons de 650. Son zéro trembla alors que des projectiles déchiraient la fine peau d'aluminium. Le réservoir de carburant de l'aile gauche explosa. Le feu éclata le long de la voilure. Nakamura avait peut-être 5 secondes avant que le feu n'atteigne le cockpit. Il largua la verrière et se mit sur le dos. Le courant d'air l'arracha du cockpit. Son parachute s'ouvrit à 12 000 pieds. Il regarda son zéro descendre en spirale, traînant une fumée noire.
En dessous, d'autres appareils brûlaient. Certains japonais, certains américains, mais surtout japonais. Le ciel était plein d'appareils, tous virant, tous tirant, tous essayant de s'entretuer en l'espace de quelques secondes. Cet engagement se répéta sur 120 km d'espace aérien au-dessus du nord de Formose. Des chasseurs japonais décollés en urgence de 6 aérodromes engagèrent des chasseurs américains dans une bataille mobile qui s'étendait de la côte jusqu'à 24 km à l'intérieur des terres. Les Américains avaient l'altitude, la vitesse, le nombre et la coordination radio. Les Japonais avaient le désespoir et la conscience que s'ils échouaient, les bombardiers suivant derrière les chasseurs détruiraient tout. Le combat aérien dura 23 minutes. Durant ce temps, les chasseurs japonais abattirent 9 appareils américains. Les chasseurs américains abattirent 53 appareils japonais. Les mathématiques étaient exactement ce que Fukudome avait prédit. Pour chaque chasseur américain perdu, le Japon en perdait 6. Ce n'était pas tenable. À 7h20, les bombardiers en piqué américains arrivèrent. Des SB-2C Helldiver de 3 groupes aéronavals, 136 appareils transportant des bombes de 1000 livres. Ils approchèrent depuis 20 000 pieds en formation. Chaque escadron se vit assigner des cibles spécifiques. La base aérienne de Tainan sur la côte sud, l'aérodrome de Takao près du port, Shinchiku au nord, Matsuyama près de Taipei. Tous les aérodromes majeurs de Formose furent frappés simultanément. Les Helldivers basculèrent dans leurs piquets depuis 18 000 pieds, se renversant dans des piquets à 70 degrés qui les accélérèrent à 560 km/h. Les pilotes utilisaient des aérofreins perforés pour contrôler la vitesse, maintenant l'appareil stable tout en alignant les cibles visibles à travers leurs viseurs de bombardement. À 900 mètres, ils larguèrent, se redressant des piquets avec des forces G qui les comprimaient dans leur siège et voilaient leur vision périphérique. Les bombes frappèrent avec une précision dévastatrice. Les bombes polyvalentes de 1000 livres creusèrent des cratères dans les pistes, pénétrèrent les abris, détruisirent des appareils dans leur hangar. Chaque bombe créait un cratère de 7,50 m de diamètre et 4,50 m de profondeur. Un impact direct sur une piste rendait cette section inutilisable jusqu'à ce que les équipes de réparation puissent combler le cratère et compacter le sol. Un quasi-impact à moins de 15 mètres rendait encore la piste dangereuse, risquant d'effondrer le train d'atterrissage des appareils tentant de l'utiliser. La base aérienne de Tainan reçut 38 bombes de 1000 livres lors de la première frappe. 7 impacts directs sur la piste principale, 11 impacts sur la voie de circulation, 20 impacts dans la zone de dispersion où les chasseurs étaient ravitaillés et armés. Le commandant de la base, le commandant Saburo Hoshino, regarda depuis une tranchée alors que son aérodrome était systématiquement détruit. Hoshino était à Tainan depuis juin. Il avait reconstruit la base après les frappes de porte-avions américains au printemps. Il avait supervisé la construction de nouveaux abris, l'amélioration des positions anti-aériennes, l'expansion du stockage de carburant. Tout ce travail était effacé en 30 minutes de bombardement soutenu. Il compta les bombes alors qu'elles tombaient. Chaque explosion marquait une autre semaine de travaux de reconstruction. Un autre retard dans la capacité opérationnelle, une autre réduction de la capacité du Japon à contester la supériorité aérienne américaine. Les Américains n'essayaient pas de neutraliser temporairement Tainan. Ils essayaient de la rendre définitivement inutilisable. Après les bombardiers en piqué, vinrent les bombardiers torpilleurs, des TBM Avenger, configurés comme bombardiers horizontaux, transportant chacun 4 bombes de 500 livres. 72 Avenger frappèrent les installations de maintenance, le stockage de carburant et les bâtiments de commandement. Les bombes de 500 livres n'étaient pas assez lourdes pour creuser efficacement des cratères dans les pistes, mais elles étaient parfaites pour détruire les structures en surface. À l'aérodrome de Takao, les réservoirs de stockage de carburant éclatèrent en boules de feu massives, visibles à 32 km. L'installation contenait environ 300 000 litres d'essence d'aviation, soigneusement accumulée au cours 2 mois d'opération de convoi depuis Singapour et Bornéo. Les pilotes américains observèrent l'explosion et transmirent par radio au commandant de frappe l'évaluation des dégâts. Stockage de carburant de Takao détruit, explosion secondaire continue, fumée noire épaisse jusqu'à 15 000 pieds. Des photographies de reconnaissance prises quelques jours plus tôt avaient identifié chaque installation de stockage de carburant, chaque dépôt de munitions, chaque hangar de maintenance sur Formose. Les planificateurs de frappe avaient assigné des appareils spécifiques à des cibles spécifiques, s'assurant que rien ne soit manqué. Ce n'était pas un raid, c'était une démolition systématique. À 8 heures, la première frappe américaine était terminée.
Les appareils se reformèrent et retournèrent vers leur porte-avions. Derrière eux, les aérodromes de Formose brûlaient. Les pistes étaient criblées de cratères, les hangars étaient démolis, le stockage de carburant était détruit. Les positions antiaériennes avaient été supprimées par les chasseurs et bombardiers mitraillants. Environ 150 appareils japonais avaient été détruits au sol ou dans les airs. Fukudome reçut des rapports de dégâts tout au long de la matinée. Chaque aérodrome signalait de lourds dommages. Tainan était non opérationnel. Takao avait 3 pistes endommagées. Shinchiku signalait le stockage de carburant détruit et 42 appareils perdus. Matsuyama estimait que 70% de sa force de chasse avait été détruite. Les Américains avaient lancé 480 appareils. Environ 420 avaient atteint Formose. 18 avaient été abattus par les chasseurs et le tir antiaérien. Cela signifiait que les Américains avaient perdu moins de 4% de leur force de frappe, tout en détruisant environ 20% de la force totale de la deuxième flotte aérienne en une seule attaque. Pire, les Américains n'avaient pas fini. À 9h30, des appareils de reconnaissance signalèrent que les porte-avions américains lançaient une deuxième frappe. Même composition que la première, 400 appareils. Celle-ci arriverait au-dessus de Formose vers 11h. Fukudome alluma une autre cigarette. Ces appareils restants étaient dispersés sur des aérodromes endommagés. Les réserves de carburant étaient au niveau critique. Les munitions s'épuisaient. La force de chasse était réduite de plus de 100 appareils et les Américains revenaient. C'était la réalité de la guerre aéronavale en 1944. Les Américains pouvaient lancer, récupérer, réarmer, ravitailler et relancer. Leurs navires de ravitaillement transportaient des milliers de tonnes d'essence d'aviation, de bombes, de roquettes et de munitions. Leurs mécaniciens travaillaient efficacement, retournant les appareils entre les frappes. Leur tempo opérationnel était implacable. Le Japon ne pouvait égaler ce tempo. Les porte-avions japonais, quand ils opéraient, lançaient des frappes uniques, puis se retiraient vers des ports sûrs pour se réarmer et se ravitailler. Les navires de ravitaillement japonais étaient chassés par les sous-marins américains. Les mécaniciens japonais travaillaient sans pièces de rechange ou outils adéquats. Le tempo opérationnel japonais se mesurait en jours entre les frappes, pas en heures. La deuxième frappe américaine frappa Formose à 11h05. Cette fois, les défenses étaient plus faibles. Moins de chasseurs montèrent pour intercepter. Le tir antiaérien était moins concentré. Les Américains frappèrent presque en toute impunité, touchant des cibles ayant survécu à la première frappe ou attaquant de nouvelles cibles identifiées par la reconnaissance. À midi le 12 octobre, la deuxième flotte aérienne avait perdu 230 appareils, 50 en combat aérien, 180 au sol. Tous les aérodromes majeurs de Formose étaient endommagés. Les réserves de carburant étaient épuisées. Les stocks de munitions étaient au niveau critique. Les appareils opérationnels se comptaient à moins de 400 et beaucoup étaient endommagés ou manquaient de carburant. Fukudome envoya un rapport de situation au quartier général de la flotte combinée à Tokyo. Le message était bref et factuel. Capacité de combat de la deuxième flotte aérienne réduite de 60%. Aérodrome lourdement endommagé, réserve de carburant critique. Demande renfort immédiat et convoi de ravitaillement. La réponse arriva 6 heures plus tard. Renfort approuve 200 appareils quittant le Japon demain. Maintenir opération défensive. Signaler mouvement porte-avions américain. Fukudome lut le message sans expression. 200 appareils de remplacement arriveraient dans 3 jours si le temps se maintenait et que les sous-marins américains ne les interceptaient pas. D'ici là, les Américains auraient lancé des frappes supplémentaires. Les renforts arriveraient sur des aérodromes endommagés avec des réserves de carburant épuisées et des installations de maintenance inadéquates. Ils seraient détruits au sol ou abattus par les chasseurs américains, exactement comme les appareils qu'ils remplaçaient. C'était le schéma qui s'était répété à travers le Pacifique pendant 18 mois. Le Japon renforcerait une position menacée, les Américains attaqueraient avec une force écrasante, le Japon perdrait les appareils et pilotes engagés dans la défense, les Américains passeraient à la cible suivante. La force aérienne du Japon diminuait à chaque engagement, tandis que la force américaine croissait continuellement. Les mathématiques étaient inexorables. Le Japon avait commencé la guerre avec environ 3000 appareils navals opérationnels. En octobre 1944, peut-être 1500 restaient, et ceux-ci étaient dispersés à travers le Pacifique depuis les îles métropolitaines jusqu'aux Philippines et aux Indes orientales néerlandaises. Les Américains avaient plus de 15 000 appareils embarqués et terrestres dans le théâtre du Pacifique. Cet avantage numérique de 10 contre 1, combiné à une formation supérieure des pilotes et aux performances des appareils, rendait les opérations aériennes japonaises de plus en plus futiles.
Le 13 octobre, les Américains frappèrent de nouveau Formose. Même schéma. 400 appareils le matin, 400 l'après-midi. Cible différente cette fois. Installation portuaire à Takao, gare de triage, dépôt de ravitaillement. Les Américains démantelaient systématiquement l'infrastructure de Formose, s'assurant que l'île ne puisse soutenir les opérations aériennes japonaises. Les pilotes japonais qui volèrent contre les frappes américaines rapportèrent les mêmes observations que les pilotes avaient rapportées à Truk, Palaos, Saipan et Guam. Les Américains venaient en nombre écrasant. Ils étaient bien coordonnés. Ils pressaient leurs attaques agressivement. Ils avaient la supériorité numérique à chaque engagement, et ils avaient des chasseurs dirigés par radar qui interceptaient les contre-attaques japonaises avant qu'elles n'atteignent les porte-avions américains. Le matin du 14 octobre, Fukudome reçut l'ordre de lancer une contre-attaque contre les porte-avions américains. Le quartier général de la flotte combinée voulait que des appareils de reconnaissance localisent les porte-avions, puis que des appareils d'attaque les attaquent. Les ordres spécifiaient qu'un effort maximum devait être employé. Tous les appareils disponibles devaient être engagés. Fukudome étudia l'ordre. Sa force opérationnelle était d'environ 320 appareils. Peut-être 200 d'entre eux étaient en état de service. Le carburant était suffisant pour une frappe majeure. Si les Américains restaient en position à leur distance actuelle, les appareils japonais auraient assez de carburant pour atteindre les porte-avions, mener une brève attaque et retourner à Formose avec des réserves minimales. Le problème n'était pas la capacité. Le Japon avait encore des appareils qui pouvaient théoriquement attaquer les porte-avions américains. Le problème était la probabilité. Pour attendre les porte-avions américains, les appareils d'attaque japonais devraient voler à travers les chasseurs de patrouille aérienne de combat américains. Ces chasseurs étaient dirigés par radar, vectorisés par des contrôleurs de chasse à bord des porte-avions, qui pouvaient voir les appareils japonais à plus de 160 km. Les chasseurs américains intercepteraient la force de frappe japonaise bien avant qu'elle n'atteigne les porte-avions. Même si les appareils japonais pénétraient l'écran de chasseurs, ils feraient face aux canons anti-aériens des navires d'escorte. Les Américains avaient passé 3 ans à développer la doctrine anti-aérienne. Leur formation était conçue pour créer des champs de tir qui se chevauchaient. Leurs nouveaux obus à fusée de proximité explosaient près des appareils sans nécessité d'impact direct. Leurs servants de pièces étaient bien entraînés et expérimentés. Les pilotes japonais ayant survécu aux attaques contre les forces opérationnelles américaines rapportaient que le tir anti-aérien était le plus intense qu'ils aient jamais connu. Les obus explosaient en motifs qui remplissaient le ciel d'éclats. Les traceurs des canons de 20 et 40 mm créaient des murs de feu. Même les quasi-impacts endommageaient les appareils, forçant les pilotes à abandonner les attaques ou rendant le vol contrôlé impossible. Et si les appareils japonais pénétraient d'une manière ou d'une autre à la fois l'écran de chasseur et le tir anti-aérien, ils devraient mener leurs attaques contre des porte-avions manœuvrant à 30 nœuds, entourés de destroyers déversant un tir anti-aérien supplémentaire avec des chasseurs américains poursuivant par derrière. Le bilan historique de telles attaques était clair. À la bataille de la mer des Philippines en juin, des appareils japonais avaient lancé de multiples frappes contre les porte-avions américains. Sur 400 appareils lancés, moins de 50 survécurent. La plupart furent abattus par les chasseurs américains avant même de voir un porte-avions. Les quelques-uns qui pénétrèrent jusqu'aux positions d'attaque marquèrent des impacts minimes malgré avoir pressé leurs attaques avec une détermination suicidaire. Fukudome comprenait ces probabilités, mais les ordres étaient les ordres. Il ordonna à son état-major d'organiser une frappe à effort maximum pour l'après-midi du 14 octobre. 180 appareils. Tous les bombardiers et avions torpilleurs en état de service sur Formose, escortés par 60 chasseurs. La frappe décolla à 14h30. Des appareils de reconnaissance avaient signalé les porte-avions américains en position 22 degrés nord, 123 degrés est. Distance environ 306 km. La frappe japonaise mettrait 70 minutes pour atteindre la position d'attaque si les porte-avions restaient stationnaires, plus longtemps s'ils manœuvraient. La frappe n'atteignit jamais les porte-avions. Le radar américain détecta la formation japonaise à 14h55, alors que les Japonais étaient encore à 129 km de la force opérationnelle. Les directeurs de chasse vectorisèrent 60 Hellcats vers la frappe entrante. Les chasseurs américains interceptèrent à 15h07, à 72 km des porte-avions. Le combat aérien fut bref et à sens unique. Les chasseurs américains attaquèrent depuis l'avantage d'altitude, plongeant à travers la formation japonaise en attaque de section coordonnée. Les chasseurs japonais essayèrent de protéger les bombardiers, mais furent rapidement submergés par le nombre supérieur et les tactiques supérieures.
En 15 minutes, 73 appareils japonais avaient été abattus. Le reste fit demi-tour vers Formose, larguant leurs bombes pour gagner de la vitesse pour l'évasion. 22 appareils japonais revinrent à Formose. Le lieutenant Kenji Watanabe atterrit à l'aérodrome de Matsuyama à 16h45. Son zéro criblé de trous de balles, son ailier mort. Il descendit du cockpit et vomit sur le tarmac, submergé par le stress et l'épuisement. Les équipes au sol comptèrent 37 trous de balles dans son appareil. Plusieurs étaient passés à quelques centimètres du cockpit. Il avait survécu par chance, pas par compétence. Watanabe fit son rapport à l'officier des opérations. Les Américains nous attendaient. Ils savaient que nous venions avant que nous les voyions. Ils avaient des chasseurs en altitude. Ils ont attaqué par au-dessus. Nous n'avons jamais eu une chance. C'était le schéma répété à travers le Pacifique. Les forces de frappe japonaises lançant contre les porte-avions américains étaient détectées par radar bien avant le contact visuel. Les chasseurs américains étaient vectorisés vers des positions d'interception optimales. Les formations japonaises étaient déchirées avant d'atteindre les positions d'attaque. Les survivants revenaient en boitant vers les bases, avec des récits de puissance de feu et de coordination américaine écrasantes. Le problème fondamental n'était pas le courage ou la détermination japonais. Les pilotes japonais étaient prêts à presser les attaques jusqu'à la mort, comme démontré à maintes reprises de Pearl Harbor à Guadalcanal aux Mariannes. Le problème était que la volonté de mourir ne pouvait surmonter des désavantages matériels et tactiques systématiques. Le radar américain pouvait détecter des appareils à plus de 160 km. Le radar japonais, là où il existait, pouvait détecter des appareils à peut-être 48 km dans des conditions optimales. Cela donnait au directeur de chasse américain 20 à 30 minutes d'avertissement préalable, le temps de positionner les chasseurs pour une interception optimale, le temps de vectoriser des chasseurs supplémentaires depuis la patrouille aérienne de combat, le temps d'alerter les servants anti-aériens. Les chasseurs américains opéraient en section coordonnée avec communication radio. Les chasseurs japonais, dont beaucoup manquaient de radio ou avaient des radios peu fiables, opéraient individuellement ou en formation lâche. Les pilotes américains pouvaient signaler les menaces, coordonner les attaques, fournir un soutien mutuel. Les pilotes japonais combattaient souvent seuls, incapables de communiquer avec les ailiers ou les camarades d'escadron. Les appareils américains étaient robustes et lourdement armés. Les Hellcats pouvaient absorber des dommages de combat significatifs et continuer à voler. Les Zero et autres chasseurs japonais étaient fragiles. Construits pour la manœuvrabilité au détriment du blindage et des réservoirs de carburant auto-obturants, une rafale de canons américains de 12 mm 7 pouvait détruire un Zero. Les canons de 20 mm d'un Zero devaient marquer de multiples impacts pour abattre un Hellcat. Ces avantages accumulés créaient une situation où les forces opérationnelles de porte-avions américaines étaient presque invulnérables à l'attaque conventionnelle. Entre juin et octobre 1944, des appareils japonais lancèrent des centaines d'attaques contre les porte-avions américains. Ils coulèrent 0 porte-avions de flotte ou léger américain. Ils en endommagèrent plusieurs, les forçant à se retirer pour réparation, mais aucun ne fut mis hors d'action définitivement. Dans la même période, les appareils de porte-avions américains coulèrent 3 porte-avions de flotte japonais à la bataille de la mer des Philippines, plus de nombreux porte-avions plus petits, croiseurs, destroyers et transports. Le ratio de pertes favorisait les Américains par des marges qui auraient semblé impossibles en 1941. Le 15 octobre, les porte-avions américains se retirèrent des environs de Formose. Ils avaient lancé plus de 1200 sorties d'appareils en 3 jours. Ils avaient détruit environ 450 appareils japonais, endommagé tous les aérodromes majeurs de Formose, détruit les installations de stockage de carburant et démontré de manière concluante que le Japon ne pouvait défendre ses bases aériennes contre les frappes de porte-avions américaines. Le coût pour les Américains fut de 48 appareils perdus, principalement du fait du tir anti-aérien et d'accidents opérationnels plutôt que des chasseurs japonais. Les pertes de pilotes furent minimes, car la plupart des aviateurs abattus furent récupérés par sous-marins ou hydravions. Les Américains perdirent environ 30 pilotes et membres d'équipage aérien. Tragique pour les individus et leurs familles, mais stratégiquement insignifiant étant donné les milliers de pilotes de remplacement dans le pipeline de formation. Fukudome soumit son rapport final le 16 octobre. La force de la deuxième flotte aérienne s'élevait à 190 appareils opérationnels contre 700 avant les attaques. Les réserves de carburant étaient à des niveaux critiques. Les munitions étaient épuisées. 3 aérodromes étaient complètement non opérationnels.
2 autres n'étaient opérationnels que pour les atterrissages d'urgence. Les aérodromes restants avaient des pistes endommagées et des installations de soutien minimales. L'efficacité au combat de la deuxième flotte aérienne réduite à 25% des niveaux d'avant l'attaque. Fukudome écrivit incapable de mener des opérations soutenues sans renforcement et réapprovisionnement majeur. Recommande que le quartier général impérial reconsidère la stratégie de défense des Philippines à la lumière de la capacité de frappe des porte-avions américains. Cette dernière phrase représentait un changement profond dans la pensée militaire japonaise. Pendant 3 ans, la planification japonaise avait supposé que les bases aériennes pouvaient être défendues, que la force de chasse pouvait être concentrée pour faire face aux attaques américaines, que la détermination et l'esprit combatif pouvaient surmonter les désavantages matériels. Les frappes de Formose démontrèrent que ces hypothèses étaient obsolètes. Lorsque les Américains voulaient neutraliser une base aérienne, ils envoyaient 8 porte-avions avec 500 avions. Lorsque les défenseurs tentaient de contre-attaquer, le radar américain les détectait à 100 miles de distance et les chasseurs les interceptaient avant qu'ils n'atteignent leur cible. Lorsque les pilotes japonais pressaient les attaques avec un courage suicidaire, le tir antiaérien américain et la supériorité des chasseurs rendaient la survie presque impossible. La fenêtre de 15 minutes entre la détection radar et le lancement des avions était devenue le cauchemar récurrent du Japon. Les porte-avions américains pouvaient détecter les menaces, lancer des chasseurs défensifs et les diriger vers des positions d'interception optimales plus rapidement que les forces de frappe japonaises ne pouvaient se rapprocher de la portée d'attaque. Cet avantage de 15 minutes, multiplié par des avions supérieurs, des pilotes supérieurs et un nombre écrasant, faisait des groupes aéronavals américains les forces militaires les plus puissantes à flot. Les amiraux japonais avaient anticipé que la bataille décisive serait menée par des cuirassés, comme la doctrine navale l'avait prédit pendant 50 ans. Au lieu de cela, l'avantage décisif appartenait au camp qui pouvait mettre le plus d'avions de porte-avions au-dessus de la cible. Les Américains pouvaient mettre 800 avions de 17 porte-avions. Le Japon pouvait mettre peut-être 200 avions de ses 4 porte-avions opérationnels restants, et ces porte-avions étaient forcés de se cacher dans des ports sûrs parce qu'il manquait de groupes aériens pour se défendre en mer. L'amiral Soemu Toyota, commandant en chef de la flotte combinée, examina le rapport de Fukudome à Tokyo. Il comprit les implications immédiatement. Les Américains avaient développé un système de projection de puissance aérienne en mer que le Japon ne pouvait pas contrer. Les porte-avions américains opéraient en toute impunité, frappant toute cible dans un rayon de 300 miles. Les bases aériennes japonaises, autrefois considérées comme sécurisées derrière des écrans de chasseurs défensifs, étaient vulnérables à la destruction systématique. La bataille à venir aux Philippines serait menée dans ces conditions. Les porte-avions américains soutiendraient la flotte d'invasion, lançant des frappes continues contre les bases aériennes et les forces navales japonaises. Les commandants japonais recevraient des avertissements radar 15, peut-être 20 minutes avant l'arrivée des avions américains. Ces quelques minutes détermineraient si les chasseurs japonais pouvaient décoller à temps, si des contre-attaques pouvaient être organisées, si la défense était même possible. Toyota connaissait les mathématiques. 8 porte-avions américains lançant 400 avions pouvaient apparaître au large de n'importe quelle position japonaise avec moins d'une demi-heure d'avertissement. 17 porte-avions opérant ensemble pouvaient lancer plus de 1000 avions. Contre une force aussi écrasante concentrée dans des plateformes mobiles qui pouvaient frapper n'importe où dans le Pacifique occidental, la stratégie navale japonaise traditionnelle était devenue obsolète. Le plan pour les Philippines devrait tenir compte de cette réalité. Les porte-avions japonais serviraient de leurre, se sacrifiant pour attirer les forces de porte-avions américaines loin des plages d'invasion. Les avions japonais basés à terre attaqueraient la flotte d'invasion, acceptant des pertes catastrophiques en échange de tous les dommages qu'ils pourraient infliger. Les cuirassés japonais, incapables d'opérer sous la supériorité aérienne américaine, feraient des courses suicides contre les positions américaines. Telle était la situation stratégique à laquelle le Japon était confronté en octobre 1944. Non pas la défaite par perte d'esprit combatif, mais la défaite par les mathématiques industrielles. Les Américains pouvaient construire des porte-avions plus rapidement que le Japon ne pouvait les couler, former des pilotes plus rapidement que le Japon ne pouvait les tuer, produire des avions plus rapidement que le Japon ne pouvait les détruire. Chaque engagement érodait la force japonaise, tandis que la force américaine croissait continuellement. Les 15 minutes entre la détection et le lancement représentaient cette disparité en microcosme. Le radar américain leur donnait le temps de réagir. Les porte-avions américains leur donnaient la plateforme pour frapper.
Les avions américains leur donnaient la capacité de détruire. La capacité industrielle américaine leur donnait des remplacements illimités. Le Japon n'avait aucun de ces avantages et aucun moyen de les acquérir. Fukudome se tenait dans les ruines de ce qui avait été le quartier général de la deuxième flotte aérienne à Formose. Le bâtiment avait été touché par une bombe de 500 livres le 13 octobre. La salle des opérations était un cratère. Le centre de communication était détruit. Les officiers d'état-major travaillaient depuis des tentes érigées dans un champ voisin. Il pensa au rapport de reconnaissance du 12 octobre. 8 porte-avions américains détectés, 480 avions estimés, 17 minutes entre la détection et les premières bombes tombant. Ces 17 minutes avaient déterminé tout ce qui avait suivi. Pas le temps d'évacuer les avions au sol, à peine le temps de faire décoller les chasseurs, pas le temps d'organiser une défense cohérente, juste assez de temps pour comprendre qu'une force écrasante arrivait et que rien ne pouvait l'arrêter. Cela serait répété aux Philippines, à Iwo Jima, à Okinawa et finalement aux îles principales. Les porte-avions américains apparaîtraient au large. Le radar les détecterait. La reconnaissance signalerait leur position. Et 15 à 20 minutes plus tard, des centaines d'avions américains rempliraient le ciel, tandis que les commandants japonais regarderaient leur défense soigneusement préparée se désintégrer sous un bombardement de précision. La guerre se terminerait non pas par une bataille décisive entre flottes de cuirassés comme Mahan et la doctrine navale japonaise l'avait prédit, mais par l'attrition industrielle. Le camp avec plus de porte-avions, plus d'avions, plus de pilotes et plus de capacités industrielles réduirait l'opposition à la soumission. Ce camp était les États-Unis. Et en octobre 1944, le résultat était mathématiquement inévitable. Merci d'avoir regardé. Pour des analyses historiques plus détaillées, consultez les autres vidéos sur votre écran maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner.